Oui, donc je disais bonjour. Alors, donc, je voudrais évidemment remercier l'association Carrefour de la Pensée. Quand je pense à Carrefour de la Pensée, je vois qu'il y a Pensée, mais il y a aussi Carrefour. Dans Carrefour, il y a souvent des encombrements, c'est pas toujours fluide. Et pour ma part, je pense que ça répond bien à la situation que j'aimerais décrire aujourd'hui, Arctique et Antarctique. Je dois préciser que j'interviens ici en tant que président d'une association, puisque comme je travaille pour le gouvernement, je ne le représente pas aujourd'hui. J'émets des avis, des analyses qui sont partagées par une communauté assez large, et en particulier l'association. Et enfin, puisqu'il s'agit de présenter assez rapidement la géopolitique des pôles, j'aime bien rappeler que quand on se lance dans un exercice de ce genre, en réalité, c'est un exercice à deux vitesses, parce qu'on parle de l'Arctique, puis on parle de l'Antarctique, et je songe à l'ouvrage d'Anne Choquet qui a été présenté. Voilà, ce sont deux ouvrages dans un ouvrage qui peuvent appeler des commentaires et des comparaisons, mais on traite deux régions séparément, et j'en veux pour preuve que dans la plupart des pays arctiques et antarctiques, eh bien, il y a toujours deux responsables, un arctique ou antarctique, et quand il y a le même responsable, eh bien, il est schizophrène. Quand il est en fonction sur l'Arctique, il ne parle pas de l'Antarctique, et réciproquement. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler au passage que la France est un pays sur ce point très singulier, puisqu'on a une mission diplomatique bipolaire depuis plusieurs années, alors que la diplomatie impose de bien distinguer la diplomatie arctique de la diplomatie antarctique. Donc, pour ma part, je vais un peu à contre-courant de ce que j'annonçais, puisque je voudrais suggérer des éléments d'analyse qui permettraient de noter ou d'anticiper précisément une sorte d'influence de l'un sur l'autre. Et puis, comment dirais-je, même si évidemment il s'agira d'une prospective un peu aventureuse. Donc, quand on parle des deux pôles, on commence toujours par remarquer, mais c'est presque maintenant une évidence puisque il y a eu deux interventions éminentes avant moi, que on parle de deux régions que tout oppose et que tout rapproche, que tout. Si on songe à l'Antarctique, on a un continent de 14 millions de kilomètres carrés enserré par un océan, et quand on se tourne vers le nord, eh bien, on a un océan de 14 millions de kilomètres carrés enserré par des continents, en l'occurrence deux. Et donc, du point de vue géomorphologique, déjà, on a une sorte d'inversion des proportions. Ça a été souligné plusieurs fois, l'Antarctique est encadré par un traité international. L'Arctique n'est géré par ne possède aucun cadre juridique sui generis. Comme c'est un océan pour les 2/3 de sa superficie, eh bien c'est le droit de la mer qui régit cet espace. Mais encore une fois, il n'y a pas de cadre international propre à l'Arctique, quand l'Antarctique, vous l'avez compris, est géré par un cadre unique, spécifique, qui le distingue, voire le soustrait à du droit international. Je pense en ce moment à l'accord de protection de la haute mer, en anglais on a popularisé sous le nom de BBNJ, dont on s'inquiète beaucoup en ce moment, puisqu'il est dans le processus de ratification. 110 pays l'ont signé, et aujourd'hui on essaie d'atteindre un niveau de ratification qui malheureusement est très loin d'être atteint. Et peut-être avez-vous entendu parler de la 3e réunion des Nations Unies, conférence des Nations Unies sur l'océan, qui aura lieu en juin à Nice. Eh bien, on n'imagine pas un instant se présenter au monde, les Français et les Costaricains, puisque nous présidons cette réunion. On n'imagine pas un instant se présenter au monde avec un traité non entré en vigueur. Or, au jour d'aujourd'hui, on peut conjecturer qu'il ne le sera pas. Et donc, ça sera une situation assez compliquée à gérer pour nous, pour la présidence française. Si je cite cet exemple,
ce n'est pas tant pour son actualité en juin que ce traité de protection de la haute mer, qui en réalité porte sur la haute mer et puis les fonds marins, eh bien on ne sait pas s'il s'applique à l'Antarctique. On ne sait pas si on a le droit si on peut légitimement penser que ce traité, qui a été négocié par la communauté internationale, s'applique à l'Antarctique. Pourquoi? Parce qu'il y a le traité, il y a les accords, on va dire, régionaux antarctiques, et donc un certain nombre de pays, dont par exemple le Chili et le Royaume-Uni, ont fait savoir qu'ils considéraient que le BBNJ ne s'appliquerait pas à la zone antarctique du traité. Donc c'est vous dire que l'Antarctique figure vraiment comme une zone d'exception, au point même parfois d'échapper à, comment dirais-je, à un droit international qui en principe couvre l'océan mondial. Il en va de même pour l'océan Arctique, dont la partie centrale, la haute mer, qui est elle-même régie par un traité. Eh bien, les rapports entre ce traité sur la haute mer de l'océan Arctique central et le BBNJ restent un élément d'interrogation pour la raison qu'il y a, comment dirais-je, il y a des résistances déjà qui se sont manifestées pour éviter que on vienne mettre, si je puis dire, on vienne gêner ces organisations régionales avec l'accord en question. Alors on peut, je disais, deux régions que tout sépare et que tout rapproche, évidemment, deux zones climatiques polaires, il n'y en a que deux à la surface de la planète, et par cette seule caractérisation, eh bien, c'est tout un environnement, toute une dynamique de climat qui singularise le pôle Nord et le pôle Sud, et de ce point de vue, bien sûr, ce sont deux régions qui présentent d'énormes similitudes, par-delà toutes les différences qu'on pourrait également mentionner. Mais voilà, encore une fois, le fait qu'on ait d'un côté une région qui ne soit pas encadrée par un accord sui generis, et de l'autre, à l'inverse, une région qui est fortement réglementée par un système du traité, suffit déjà à nous rendre très prudents sur les comparaisons qu'on peut faire. Pour autant, il y a eu par le passé, et continue d'y avoir aujourd'hui, des initiatives qui partent d'une comparaison entre l'un et l'autre. Je citerai par exemple une dont j'ai été le témoin, avec d'ailleurs Madame Choquet ici présente. Dans les années 2000, eh bien, on s'inquiétait de l'évolution de l'océan Arctique qui s'ouvrait potentiellement à un développement d'activités économiques et commerciales, d'activités humaines en général. Et on déplorait, on regrettait que cet espace ne fasse pas l'objet de réglementation et d'encadrement autre que le droit de la mer, qui reste un cadre très général de régulation pour les activités essentiellement de navigation, mais qui est régulièrement enrichi lorsqu'il s'agit d'encadrer une activité humaine en particulier. Eh bien, vers la fin des années 2000, un certain nombre d'organisations ont proposé que l'Arctique puisse faire l'objet d'un traité comparable à celui de l'Antarctique. Ça a donné lieu à des projets, comment dirais-je, venant de l'IUCN, par exemple, venant de l'association, le Cercle polaire que je représente aujourd'hui, à laquelle d'ailleurs Madame Choquet était directement associée. Et donc, à cette époque, on pensait qu'en effet, le meilleur moyen d'encadrer le développement annoncé de l'Arctique, c'était de lui appliquer la recette de l'Antarctique. C'était sans doute ne pas compter avec les positionnements et puis, comment dirais-je, les souverainetés bien établies de l'Arctique, contrairement à l'Antarctique dont on nous a rappelé l'histoire. On est parti d'une terra nullius sur lequel on est venu planter ou pas le drapeau. Alors, il se trouve que l'association dont je suis encore aujourd'hui le président a eu l'immense honneur d'avoir deux présidents d'honneur, donc Robert Hawke et Michel Rocard, Premier ministre d'Australie et Premier ministre de France.
qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire de l'Antarctique, puisqu'ils ont contribué à mettre en panne, à mettre en échec le processus de ratification d'un traité qui voulait ouvrir l'Antarctique à l'exploitation minérale, la convention de Wellington. Et donc l'Australie et la France se sont entendus pour ne pas ratifier cette convention, qui donc a été automatiquement mise à la corbeille à papier, puisqu'il fallait suivre une règle de la totalité des États, des parties consultatives qui ratifient cette convention pour qu'elle puisse entrer en vigueur. S'en est suivi la rouverture d'une négociation qui a conduit à ce qu'on appelle le protocole de Madrid, qui, pour faire vite, fait de l'Antarctique une réserve naturelle consacrée à la science et à la paix. Donc c'était pour nous tout à fait prestigieux d'avoir ces deux acteurs politiques retraités depuis ce temps qui avaient contribué à sanctuariser durablement l'Antarctique pour ce qui concerne, encore une fois, les activités minérales et d'exploration et d'exploitation. Alors, très rapidement, il nous faut rappeler très brièvement, même si cela a été déjà fait un petit peu, il nous faut rappeler très brièvement de quoi parle-t-on avec l'Arctique et avec l'Antarctique, pour ensuite proposer 2 ou 3 idées de rapprochement empruntées à l'histoire ou à la prospective. Un premier élément qui me semble important de rappeler, qui est rarement mentionné dans les présentations de l'Arctique, c'est que quand on se demande de quoi parle-t-on, quelle est cette région qu'on appelle l'Arctique, eh bien on peut se tourner soit vers une projection classique, qui est la projection Mercator, qu'on continue de trouver dans nos écoles, qui nous ont accompagnés les uns et les autres sur les bancs de l'école, justement, soit une projection polaire. Et les représentations cartographiques, n'étant pas neutres, on remarquera que lorsqu'on essaie de figurer l'Arctique avec une projection Mercator, eh bien, l'Arctique apparaît non pas comme un espace cohérent, mais comme la somme, comme la juxtaposition de prolongements septentrionaux de pays de moyenne latitude, c'est-à-dire de pays dont la démographie, pour l'essentiel, dont les centres économiques, dont les centres de décision politique sont localisés non pas dans les hautes latitudes, mais dans les moyennes latitudes. C'est-à-dire qu'un pays comme les États-Unis, qu'on a voulu, pendant la présidence, en l'occurrence d'Obama, qu'on a voulu présenter comme un État arctique, puisque le président lui-même a recouru à cette expression, eh bien, il faut quand même se souvenir que les États-Unis ne sont arctiques que par l'État de l'Alaska, qui n'est pas un État contigu de la métropole, dans lequel, d'ailleurs, il a fallu attendre 2015 pour que le premier président des États-Unis se rende dans cet endroit. Et c'est dire que le 49e État des États-Unis, du point de vue administratif et du point de vue même de la gestion administrative, ressemble un peu à une sorte d'outre-mer, tellement c'est loin. Vous vous souvenez qu'il faut survoler le Canada pour aller en Alaska. Donc d'un côté, si vous songez au Canada, c'est pareil. Le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest, le Yukon sont des États qui sont très peu peuplés relativement à la démographie nationale. L'essentiel de la population canadienne, elle est dans les moyennes latitudes, et les centres économiques, etc. etc. Donc ce discours, alors évidemment, c'est particulièrement clair avec le Danemark, qui, sans le Groenland, ne serait évidemment pas du tout un acteur de la géopolitique arctique, mais disons que ça s'applique quasiment à tous les acteurs arctiques, dont on peut rappeler qu'ils sont au nombre de 5 ou de 8, c'est-à-dire que quand vous regardez une carte de l'Arctique, vous reconnaissez des pays avec des territoires septentrionaux qui bordent l'océan Arctique, à savoir la Norvège, la Grande Russie, le Canada, les États-Unis, et puis le Danemark par le Groenland. Donc ça fait 5. Viennent s'ajouter à ces 5 États qui se sont autoproclamés riverains de l'océan Arctique,
viennent s'ajouter 5 États qui ont des terres au-delà du cercle polaire arctique, mais en revanche qui n'ouvrent pas sur l'océan Arctique. Donc États non côtiers de l'Arctique, on dit parfois, l'Islande, la Finlande et la Suède. Donc ça fait un total de 8. Donc 8 pays considèrent, 8 pays se sont rassemblés dans un forum de coopération régionale pour dire si l'Arctique doit être géré par un certain nombre d'États de la zone arctique, ce sera au premier chef par les 5 États côtiers, plus les 3 États non côtiers, et puis ensuite un certain nombre de voisins proches dont on va parler tout de suite. Alors, quand on cherche à asseoir la dimension politique sur une dimension géographique, géopolitique, il y a le radical géo qui ne compte pas pour rien, eh bien, on recherche une sorte de délimitation légitime que les géographes pourraient proposer de l'Arctique. Là-dessus, on n'obtient en réalité que des réponses assez complexes, puisqu'il existe plusieurs manières de délimiter l'Arctique. Le cercle polaire arctique, bien sûr, 66 degrés 33 nord. Ensuite, il y a la ligne de l'arbre pour la partie côtière. Il y a le front polaire arctique pour la partie maritime. Il y a l'isotherme 10 degrés pendant le mois de juillet. Enfin, je ne rentre pas dans ce détail technique, mais c'est pour vous dire que s'offre à nous de nombreuses possibilités pour délimiter cette zone qu'on appelle l'Arctique. Au point que les géographes mettent en avant différents Arctiques, plusieurs Arctiques. En réalité, même si on voudrait simplifier les choses, on se doit de au moins mobiliser un haut Arctique, un bas Arctique et un subarctique. Et quand vous découvrez que dans les discours, qu'ils soient politiques, officiels et même parfois scientifiques, eh bien, souvent, les mélanges sont malheureux. On parle de l'Arctique quand on pense en réalité au haut Arctique. Le subarctique domine l'Arctique pour ce qui concerne l'Arctique habité, et ainsi de suite. Donc ça peut devenir assez complexe. Pourquoi je vous complique les choses en vous présentant ces raffinements, on va dire, de géographes? Eh bien, c'est pour que vous puissiez toucher du doigt le fait que la limite de l'Arctique aujourd'hui, c'est une limite en réalité politique qui a été arrêtée à 66 degrés nord, 33 minutes. Donc tous les pays qui ont des territoires au-delà du parallèle arctique 66 degrés sont qualifiés de arctiques, et les autres ne sont pas considérés comme des États de la région. Il s'agit là, c'est souvent présenté comme une définition géographique qui vient asseoir une alliance politique, alors qu'en réalité c'est une alliance purement politique, puisque dès que vous mettez le doigt dans le détail technique de la géographie, eh bien vous apercevez que c'est beaucoup plus complexe que ça. Sans rentrer dans le détail, l'Arctique, c'est avant tout la glace, c'est avant tout la zone de climat polaire qui gèle en hiver et qui dégèle en été. Eh bien, regardez la mer d'Okhotsk la mer d'Okhotsk dans le détroit de Bering, qui est environ à 52-53 degrés nord, elle gèle en hiver. Donc, ça fait partie de l'Arctique. Quand vous regardez le détroit de le Saint-Laurent, qui lui-même est moyenne latitude, eh bien, il gèle en hiver. Il n'est pourtant pas dans le cercle polaire arctique. Et quand vous regardez la mer de Norvège, qui est ici, elle ne gèle jamais en raison d'une branche, une des dernières branches du Gulf Stream qui vient réchauffer les eaux dans cette partie de l'océan Arctique. Eh bien, ça ne gèle jamais. Or, pourtant, là, on est à 70 degrés nord. Donc, vous voyez que le critère de latitude qui est censé légitimer, proposer une délimitation d'abord cohérente et acceptable du point de vue géographique et légitimer une délimitation politique ne tient pas la route.
Donc il faut retenir avant tout qu'on a affaire à une alliance politique, et j'en veux pour preuve que les Chinois publient une stratégie en disant « nous sommes l'État le plus proche de l'Arctique » et même « nous sommes un État du proche Arctique » sur le modèle Proche-Orient. Sous-entendu, ne nous oubliez pas, nous sommes en proximité avec cette région. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni par l'Écosse s'est autoproclamé État le plus proche de l'Arctique, the nearest Arctic States, etc. Donc on voit quand même tout un tas de positionnements qui tiennent précisément, qui viennent de la fragilité des fondements scientifiques ou géographiques, voire même géomorphologiques, de la notion d'Arctique, dont il faut bien reconnaître qu'elle est une définition politique respectable, mais une définition politique. J'oublie bien sûr l'Islande, qui revendique depuis des années le statut d'État côtier de l'océan Arctique, puisque selon certaines conventions, OSPAR pour ne pas la citer, eh bien les eaux qui environnent l'Islande sont des eaux arctiques. Donc là-dessus, on n'arrivera jamais à trouver, comment dirais-je, à trouver le meilleur compromis, mais retenez qu'on est bien ici dans une géopolitique où la géographie trouve la place qu'on veut bien lui faire occuper, et qu'il y a avant tout une volonté d'alliance politique et peut-être également de contenir la gestion de cette région auprès d'un certain nombre d'États limités qui se sont entendus pour que les choses se passent ainsi. Alors, l'Arctique, quand on parlera plus tard de l'Antarctique, ça a été évidemment rappelé, l'Arctique, c'est évidemment une région habitée. Alors évidemment, retenez aussi que l'Arctique, c'est 2/3 d'océan et 1/3 de 14 millions de kilomètres carrés d'océan glacial arctique, et puis 7 millions de terres émergées. Dans ces 7 millions, on considère qu'il y a à peu près 4 200 000 habitants ou résidents, dont 10% de communautés autochtones qui occupent ces territoires depuis très longtemps et qui représentent un élément incontournable de la géopolitique arctique, c'est-à-dire que ce sont des acteurs politiques à part entière, même si ils ne représentent pas des États, peut-être des nations, mais donc ne sont pas, on va dire, dans le premier cercle lorsqu'on parle de négociations intergouvernementales, même si on va voir qu'ils y sont associés. Donc l'essentiel de la population dans l'Arctique, ce sont des Blancs. C'est ainsi qu'ils sont souvent décrits. Sur les 4 200 000, eh bien, il y a 420 000 communautés autochtones réparties au Groenland, 54 000, Russie septentrionale, presque 1 900 000, et ainsi de suite. Alors, quand je parlais d'alliance politique, en fait, je songeais à un organe qui a été créé en 1996, donc post-guerre froide, et qui a réuni précisément les 8 États qu'on mentionnait tout à l'heure. Souvenez-vous, la Russie, le Canada, les États-Unis, la Norvège et Danemark-Groenland, plus l'Islande, la Suède et la Finlande. Ces 8 États se sont donc réunis pour créer un forum d'échange, de discussion. Anne Choquet rappelait forum d'échange de haut niveau, c'est en effet son nom à l'origine, et y ont associé ce qu'on appelle les participants permanents, c'est-à-dire les représentants des communautés autochtones qui vivent dans l'Arctique. Je ne les ai pas mentionnés, mais enfin les Inuits, les Athapascans et 4 autres encore. Donc c'est une originalité du Conseil de l'Arctique, c'est-à-dire que siègent autour de la table les 8 représentants des États, plus à leur côté les représentants des nations, si on peut dire, autochtones, les représentants des communautés autochtones en tous les cas. S'ajoute à cela un certain nombre d'États intéressés, indirectement intéressés, mais extérieurs à la région, qu'on appelle des États observateurs,
il y a très simplement résumé, il y a 6 Européens, la Suisse et 5 Asiatiques, dont la France, qui est membre observateur depuis 2000. Donc ces États observateurs sont invités à venir écouter les travaux du Conseil de l'Arctique, et pour y avoir participé de nombreuses années, je peux vous dire qu'on s'y ennuie profondément. Encore une fois, ma parole n'engage que moi aujourd'hui, mais on s'y ennuie profondément puisque nous n'avons pas voix au chapitre. Comme on nous l'a souvent rappelé, les observateurs sont là pour observer, donc interdiction de lever la main ou d'émettre une suggestion. Et cet élément, on le verra, a contribué à crisper, c'est certain, mais peut-être aussi à freiner la coopération internationale dans la zone arctique. Donc un Conseil de l'Arctique qui s'est constitué en disant il y a 8 États concernés, le reste c'est la communauté internationale, c'est-à-dire comme on la nomme ordinairement, qui est invité à venir voir les travaux, mais attention, on ne veut pas non plus compte tenu de l'intérêt croissant de la communauté internationale pour l'Arctique, on ne veut pas non plus accueillir le monde entier. 8 États membres ont décidé d'accueillir au maximum 13 États observateurs, pas plus, parce qu'au bout d'un moment, l'inflation risquerait de gêner les travaux du Conseil de l'Arctique. Donc on est pour l'instant, évidemment, depuis la conjoncture s'est considérablement dégradée avec la guerre en Ukraine. Le Conseil de l'Arctique a fermé ses portes. Aujourd'hui, il a fermé ses portes pendant les 2 ans de présidence russe, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas concevoir que des réunions diplomatiques puissent être conduites pendant une guerre qui était jugée illégitime et extrêmement déstabilisante dans l'espace européen. Aujourd'hui, c'est la Norvège qui succède à la Russie, nous promettant de reprendre les travaux, mais on voit mal comment tout ça peut prendre un tour consistant, puisque quand vous avez un pays qui représente 40% du pourtour de l'Arctique absent autour de la table, c'est difficile de parler Arctique, ou alors on parle Arctique de l'Ouest, ou alors on décide de faire une encoche. Enfin, tout ça est évidemment très compliqué. Et puis, la conjoncture arctique s'efface devant la géopolitique mondiale en ce moment, comme on peut tous l'imaginer. Alors, l'Arctique est un sujet qui est arrivé dans nombre d'organisations, notamment au Conseil arctique, pour une raison que vous avez tous à l'esprit, elle a été mentionnée, elle revient régulièrement, le réchauffement climatique, le retrait de la glace, l'ouverture de nouvelles routes maritimes, la possibilité pour la navigation internationale à terme de relier l'océan Pacifique Nord à l'océan Atlantique Nord et réciproquement, donc de nouvelles routes commerciales maritimes qui pourraient à terme désengorger les canaux traditionnels, même si on est bien incapable de savoir ce que tout ça pourrait représenter dans un avenir proche, puisque d'un côté, on a une route qu'on appelle le passage du Nord-Ouest le long du Canada, qui reste une route extrêmement difficile avec des hauts fonds où l'englacement d'une année sur l'autre est très variable, au point que régulièrement des navires de tourisme doivent demander l'aide des gardes-côtes canadiens pour dégager la glace parce qu'ils sont coincés avec leurs 200 passagers, voire plus à bord. Et puis de l'autre côté, la route maritime du Nord, la grande route prometteuse pour relier l'Atlantique Nord au Pacifique Nord. Mais voilà, sous administration russe, vous pouvez imaginer en ce moment ce que représente comment le commerce et la coopération économique est contrainte par la crise internationale de la guerre en Ukraine, évidemment. Alors, quand on veut résumer à grands traits l'Arctique, eh bien, on rappelle que l'Arctique, ça n'est pas l'Antarctique, puisqu'il y a des continents dont les souverainetés sont reconnues. Il y a quelques différences juridiques, quelques cailloux dans l'Arctique qui continuent de faire l'objet de différents, mais pour l'essentiel, les souverainetés et les juridictions sont stabilisées. Donc, et puis, au centre de l'océan Arctique, il y a un espace que le droit de la mer qualifie de haute mer, donc qui est soustrait aux juridictions nationales d'un État côtier, donc qui relève d'une autorité internationale sui generis, et qui a d'ailleurs aujourd'hui
enfin qui sera prochainement, puisque ça n'est pas encore entré en vigueur, mais qui sera prochainement potentiellement couverte aussi par une nouvelle COP qui sera l'organisation des parties, enfin les réunions annuelles des parties du BBNJ que je mentionnais tout à l'heure, pour décider de tout un ensemble d'éléments de gestion sur la haute mer et notamment l'océan Arctique. Mais comme je l'ai mentionné très rapidement, avant la mise en place avant l'adoption, la signature septembre 2023 du BBNJ, eh bien, on a adopté un accord international sur la haute mer de l'océan Arctique qui s'appelle enfin oui, ça c'est en anglais, qui s'appelle accord de prévention de la pêche non réglementée dans la haute mer de l'océan Arctique central. Vous voyez, c'est très poétique, comme souvent dans les relations internationales. Donc, un accord qui, grosso modo, interdit la pêche au profit d'un travail d'évaluation scientifique des ressources qui décidera à terme si l'Arctique doit continuer doit être sanctuarisé durablement, du fait de sa fragilité, du fait ou si il peut se prêter à une pêche durable, bien encadrée. Et donc, pour l'instant, ce traité international sur la haute mer de l'océan Arctique peut être lu comme un traité qui n'a pas décidé, qui s'est donné le temps de travailler, enfin de confier en tout cas une évaluation par les chercheurs des ressources marines vivantes de l'Arctique pour, à terme, déboucher sur une sorte de CAMELAR, une sorte d'ORGP, Organisation régionale de pêche. CAMELAR, c'est l'ORGP antarctique qui a quand même une priorité de conservation affichée. Donc on ne sait pas où on va, mais en tout cas, moi je dis, l'avenir est ouvert. Et quand on disait en introduction de cette petite présentation qu'on a pensé un temps que l'Arctique pourrait être calqué sur le modèle antarctique pour ce qui concerne au moins l'encadrement des activités eu égard à des enjeux environnementaux et de biodiversité très sensibles dans ces deux pôles, eh bien on peut considérer, en tout cas c'est une lecture à laquelle je me livre régulièrement, on peut considérer que la proposition d'un traité sur l'Antarctique a connu une certaine postérité pour ce qui concerne la pêche dans la zone limitée à la haute mer. Donc c'est un point, comment dirais-je, quand on a parlé d'un protocole de Madrid pour l'Arctique, d'une certaine manière, le CAOFA, enfin l'accord dont on parlait à l'instant, est une première déclinaison d'un élément de gouvernance environnementale de l'Arctique qui va un peu dans le sens de l'Arctique. Le problème dans tout ça, et je pense que je vais être un peu en retard, je ne suis pas trop... Monsieur le modérateur, je vous donne quelques minutes, c'est ça, oui. Donc l'Antarctique, ça a été rappelé, ça n'est pas l'Arctique avec ses 8 États souverains et puis une zone de gouvernance internationale en son centre pour ce qui concerne la haute mer et un traité de la partie marine qui met en avant une liberté de circulation. En Antarctique, on va dire, on a affaire à un territoire, donc l'ensemble des eaux et des terres situées au-delà de 60 degrés sud, donc tout ce qui est au-delà, tombe sous le coup du traité. Et au jour d'aujourd'hui, il y a 58 pays autour de la table, dont 29 qui votent et 29 autres qui ne votent pas. Donc, on a mentionné tout à l'heure que l'Antarctique a été un lieu de positionnement stratégique et de revendication, et que ces revendications ont pu créer un certain nombre de divergences ou de frictions. Ici, le point de vue est un peu inversé, c'est-à-dire que s'il y a certaines difficultés en Antarctique, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de souveraineté reconnue et établie, que tout le monde peut finalement se dire un jour ou l'autre, j'aurai ma part du gâteau, puisque d'un côté, les 7 revendications qui ont été rappelées tout à l'heure sont contestées par la plupart des parties au traité sur l'Antarctique.
elles sont pour l'essentiel reconnues par les autres États possessionnés. En l'occurrence, même pas, puisque Chili, Argentine et Royaume-Uni se crêpent le chignon avec des revendications chevauchantes. Donc, en fait, les revendications territoriales sont consolidées par un groupe de 5 États, notamment si on songe à l'Australie et la France, puisque ça a été rappelé. Nous, on est pris en sandwich dans le secteur australien. Eh bien, nous, on a dit aux Australiens, reconnaissez notre revendication et on reconnaîtra la vôtre. Idem avec la Norvège, avec qui il n'y a pas de... Donc c'est pour dire que la reconnaissance internationale de ces revendications, elle est extrêmement limitée, puisque 5 États sur 58, comme vous le voyez, d'autant que dans les États qui ne reconnaissent pas les revendications, eh bien, il y a des puissances antarctiques majeures. Il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Chine. Donc, si vous voulez, on peut toujours se bercer en se disant que la France a été planter le drapeau et que depuis, on a un district qui s'appelle la Terre Adélie, ce qui est la version administrative française officielle. J'en sais quelque chose, je m'en suis occupé pendant 2 ans, il y a quelque temps. Pour autant, cette version administrative officielle qui prévaut chez nous, entre nous, sur notre territoire, on ne peut pas la présenter, elle n'est pas présentable au niveau international. Parce qu'au niveau international, la Terre Adélie est une revendication qui est gelée, ni annulée, ni reconnue, certes, et dans une réunion avec nos collègues, eh bien, il est hors de question d'évoquer ce genre de prérogative, sans quoi vous risqueriez d'avoir des ennuis de la part de toutes les délégations qui ne partagent pas Donc l'Antarctique, c'est vraiment, de ce point de vue-là, on résume souvent ce qui se passe en Antarctique en disant que la clé de tout ça, c'est la non-résolution c'est la non-résolution des revendications. Ce qui est donc finalement l'inverse de se battre pour avoir un morceau de territoire. Donc je disais 58 pays, les 2 derniers, eh bien ça ouvre des espaces un peu. Les 2 derniers, donc c'est les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. C'est relativement intéressant du point de vue de la sociologie des États, parce qu'il faut savoir que l'Antarctique, c'est un continent qui est mondialisé du point de vue de sa représentation au sein des parties consultatives et non consultatives, mais l'Afrique noire est singulièrement absente, à l'exception de l'Afrique du Sud. Et donc, lorsqu'on parle d'un territoire internationalisé, voire même mondialisé, ben, il manque quand même une pièce importante dans cet échiquier. Mais toujours est-il qu'on raisonne à 58, parce que même s'il y a ces 2 vitesses qui distinguent très fortement le système du traité antarctique, par exemple, du système onusien, parce que le système onusien, il est régi par une charte qui fait qu'un pays, un État, une voix. Tandis que quand on arrive en Antarctique, eh bien, il y a ceux qui ont plus de voix que d'autres, comme dirait l'humoriste. Et donc, lorsqu'il s'agit de faire coopérer le système onusien avec le système antarctique, songez au cas du BBNJ dont j'ai parlé, eh bien, il y a ce problème d'État qui pourrait se plaindre que quand on arrive dans la coopération régionale antarctique, eh bien, on n'a plus le statut qu'on avait aux Nations Unies. Ça, c'est un élément qui promet aussi de compliquer la donne. Enfin, un élément qui me semble important également, on décrit souvent, c'est l'image d'Épinal, c'est la description lénifiante de l'Antarctique. Antarctique, terre de paix et de science, le monde entier travaille main dans la main pour faire avancer des recherches scientifiques, ce qui n'est pas faux, mais qui est toujours doublé d'une dimension stratégique, au point qu'on décrit souvent la science comme étant le bras non armé de la stratégie nationale. Et quand mon collègue disait tout à l'heure que la science a toujours été doublée d'une dimension stratégique par le passé, je réponds oui, mais il y a une raison simple, c'est qu'il fut un temps où les scientifiques, c'était des militaires ou des aristocrates, en tout cas dans la vieille Europe. Et donc, quand les intérêts stratégiques et les intérêts de recherche étaient portés par les mêmes individus, ce qui évidemment ne se pose pas du tout en les mêmes termes aujourd'hui.
ou à l'inverse, comme Anne Choquet l'a rappelé, on a une communauté scientifique animée d'intérêts de recherche, on a une communauté d'acteurs économiques, et puis on a les diplomates, et on a les anciens... ce sont des communautés qui coopèrent, mais qui ne se recouvrent pas. Donc, en Antarctique, on mentionnait en janvier dernier la 5e base chinoise. Pourquoi sont-ils allés ouvrir une 5e base alors qu'ils en avaient déjà 4 en Antarctique? On peut aussi beaucoup compter sur la coopération, sur la mutualisation, sur le partage des infrastructures. En réalité, c'est faux. L'infrastructure et la logistique sont des instruments de positionnement très forts, pas seulement pour nos collègues chinois, pour nos collègues australiens, américains. Bien sûr qu'il y a une dimension de coopération, de travail scientifique entre tous ces pays, mais n'allons pas toujours chercher la petite bête là où on nous la montre, c'est-à-dire Russie et Chine, qui sont en effet des puissances avec lesquelles la coopération est très compliquée en ce moment, que ce soit Arctique ou Antarctique, mais évidemment ailleurs. Mais il y a aussi une autre dimension qu'on veut rarement souligner, et je terminerai là-dessus, parce qu'elle n'est pas politiquement correcte, et c'est pour ça que j'ai pris la peine d'expliquer que j'intervenais aujourd'hui en tant que membre fondateur d'une association. D'une certaine manière, le ver dans le fruit en Antarctique, ce sont les États possessionnés. Ce ne sont, bien sûr, on a mentionné la Chine qui multiplie ses infrastructures, le développement de surveillance satellite de communication, qui a été quand même à peu près aujourd'hui vérifié dans certaines installations chinoises, la volonté de consolider sa revendication territoriale en installant des infrastructures là où on revendique, qui permet à terme ensuite de revendiquer aussi une juridiction sur les eaux adjacentes et ainsi de suite, le plateau continental étendu. On n'a pas le temps de voir tout ça en détail, mais en tout cas, tout ça existe et est sur la table. On peut considérer que si Anne Choquet disait l'Antarctique n'est pas un espace international, il est revendiqué par 7 États possessionnés. Mais c'est elle-même qui publie des articles en disant qu'en réalité, l'Antarctique est l'un et l'autre. C'est cette ambiguïté, c'est cette ambivalence, c'est cette dualité qui fait toute l'originalité de l'édifice juridique et politique de l'Antarctique. Eh bien, moi, ce que j'ajouterais à cette analyse qui est tout à fait simple et factuelle, bien que assez inintelligible, c'est quoi un territoire qui appartient ou qui est revendiqué par et qui en même temps est un territoire international ouvert à tous les États membres des Nations Unies, on n'y comprend rien. Eh bien, ce que j'ajouterais, c'est que si autant d'États continuent de penser qu'un jour ou l'autre, l'Antarctique sera un gâteau à partager, c'est quand même avant tout parce qu'il y a des États possessionnés qui revendiquent des territoires. Imaginez dans un autre monde un Antarctique où il n'y a pas de revendication territoriale et où l'Antarctique a été créé comme une zone internationale avec les mêmes règles, strictement, on enlève un Arctique quasiment dans... Voilà. Eh bien, la situation serait sans doute tout autre. Il y aurait du positionnement, mais peut-être que le régime international se verrait consolidé. Je vous prie de m'excuser si j'ai débordé un petit peu, mais on m'avait demandé beaucoup, encore une fois, Arctique et Antarctique, ça fait beaucoup. Ça fait un programme chargé. Et je reste à votre disposition pour plus tard répondre à vos questions. Merci de votre attention à tous.